Ce livre a mis son auteur au banc des accusés, littéralement. Oui, Un procès pour immoralité, pour outrage à la morale publique. on l'a accusé d'être un poison, un danger public. Le procureur a dit que son livre était une glorification de l'adultère. On parle bien sûr de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Et c'est tellement plus que ça, c'est une exploration chirurgicale de la psychologie d'une femme qui refuse une vie ordinaire, une femme dévorée par ses désirs. Le mot qui me vient, c'est sulfureux. On suit Emma Bovary, une jeune femme qui a en fait trop lu de livres et qui croit que la vie devrait être un roman. Alors on va plonger direct au cœur du scandale. Pourquoi un roman a-t-il pu choquer la France entière à ce point? C'est tout le paradoxe. C'est l'histoire d'une femme qui cherche désespérément le bonheur, mais qui ne trouve que la ruine. Une rêveuse qui se heurte de plein fouet à la réalité la plus banale, quoi. C'est fou quand on y pense. Le procureur l'a qualifié de peinture exécrable. Il voulait le faire interdire, tout simplement. Et pourtant, tout commence de manière très simple. Emma, c'est la fille d'un fermier. Elle a été éduquée au couvent. Et c'est là, en fait, que tout commence. C'est ça. Sa tête est déjà remplie de châteaux, de princes charmants. Elle veut connaître, comme dit Flaubert, la félicité, la passion et l'ivresse. Rien que ça? Elle attend que sa vie ressemble à un livre. Exactement. Et elle épouse Charles Bovary, un brave homme, un officier de santé dévoué. Mais il est l'incarnation même de la médiocrité. Flaubert dit que sa conversation est... Plate comme un trottoir de rue. La phrase est terrible. Voilà. Terrible. Donc pour Emma, la désillusion est immédiate. Totale. Le rêve se brise tout de suite. C'est un choc. Le mariage, qui devait être la porte d'entrée vers ce monde de passion, devient sa prison. Et c'est là qu'on touche au fameux bovarisme. Le bovarisme, qu'est-ce que c'est exactement? C'est cette insatisfaction chronique, quoi. C'est né du décalage permanent entre ses désirs, nourris par les livres, et la platitude de sa vraie vie. Elle ne vit pas, en fait. Elle attend. Elle attend qu'un événement vienne la sauver de l'ennui. Et cet événement, il finit par arriver. Oui, Un soir, tout bascule. Ils sont invités à un bal au château de la Vaubyessard. C'est la scène clé. ah oui. C'est plus qu'une scène clé, c'est une explosion. Pour la première fois, elle voit le monde dont elle est arrivée. Le luxe, le champagne, les robes. Elle valse avec un vicomte. C'est une révélation. Absolue. Ce bal a ouvert une brèche. Après ça, elle ne peut plus supporter sa vie, ni son mari. Sa révolte commence vraiment à ce moment-là. Et il y a cette scène, juste après, qui est incroyable. Elle retrouve son bouquet de mariée. Oui, oublié dans un carton, tout desséché, le geste est d'une force symbolique folle. Racontez? Elle se pique le doigt avec un fil de fer du bouquet et, dans un geste de rage, elle le jette au feu. Elle regarde le symbole de son mariage partir en fumée. C'est un acte de guerre contre son destin. Et c'est là qu'entre en scène le premier, disons le premier sauveur, Rodolphe Boulanger. Un Rodolphe? Un propriétaire terrien du coin, un séducteur cynique, expérimenté. Il voit Emma et il comprend tout en une seconde. Elle est belle, intelligente et elle s'ennuie à mourir. Une proie facile? Totalement. Pour lui, c'est un divertissement. Il lui sert sur un plateau tout le discours romantique qu'elle meurt d'envie d'entendre. Il calcule tout. Et ça nous amène à la fameuse promenade à cheval dans la forêt. La scène qui a fait scandale au procès. Exactement. Le procureur l'a lu à voix haute en parlant de glorification de l'adultère. Ce qui a choqué, ce n'est pas l'acte en lui-même, c'est la façon dont Flaubert le décrit. Il ne la juge pas. Jamais. Il se glisse dans sa tête, on lit son triomphe à elle. Elle se répète comme en transe. J'ai un amant, un amant. Pour elle, ce n'est pas une faute, c'est une victoire sur sa vie. On ressent son exaltation. Comment il fait ça, Flaubert? C'est sa grande innovation, le style indirect libre. En gros, il fusionne la voix du narrateur avec les pensées d'Emma, sans guillemets, sans pensa-t-elle. Du coup, on est plongé directement dans sa conscience. C'est ce qui rendait ça si subversif pour l'époque. Mais ce triomphe, il ne dure pas. Non, bien sûr que non. Rodolphe n'est pas un héros de roman. Il se lasse très vite de l'intensité d'Emma, de ses lettres, de ses grands projets. Elle est trop romanesque pour lui. C'est ça. Alors il la quitte, de la manière la plus lâche qui soit, avec une lettre de rupture cruelle cachée au fond d'un panier d'abricots. Emma s'effondre. Elle frôle la mort. Le rêve a viré au cauchemar. Bon, après une telle chute, on pourrait penser qu'elle a compris la leçon, qu'elle va se résigner. Pas du tout, au contraire.
Elle a goûté à l'intensité, et maintenant la médiocrité de sa vie est encore plus insupportable. Il lui faut une nouvelle fuite. Et son mari, sans le savoir, va la lui offrir. Pour la distraire, il l'emmène à l'opéra, à Rouen. Et à Rouen, elle retrouve Léon, le jeune clerc de notaire. Voilà, le même Léon qu'elle avait connu à son arrivée. Mais il a changé. Il a vécu à Paris, il est plus audacieux, et la flamme se ranime. C'est le début de la deuxième liaison. Et d'une autre scène qui a fait couler beaucoup d'encre, Le fiacre. le fameux fiacre de Rouen. Un moment d'anthologie, oui. Ils montent dans une voiture, ils tirent les rideaux et ils ordonnent au cocher de rouler sans s'arrêter, pendant des heures. Le fiacre devient une chambre d'amour mobile. Flaubert ne décrit rien, mais il suggère tout. Le scandale, il est dans l'imagination du lecteur. Et là commence une double vie. Les leçons de piano à Rouen, c'est le prétexte. Oui. Et cette fois, la fuite a un coût financier. Elle tombe sous la coupe d'un certain Monsieur Lheureux, un marchand manipulateur. Le personnage le plus détestable du livre, peut-être. Sans doute. Il lui vend à crédit des robes, des bijoux. Elle confond le luxe et le bonheur. Elle s'endette jusqu'au cou sans s'en rendre compte. L'étau se resserre. Et en parallèle, l'amour avec Léon s'use aussi. Il commence à avoir peur d'elle, de son intensité. C'est terrible. Elle fuit la platitude du mariage pour la retrouver dans l'adultère. C'est la découverte la plus amère pour Emma. Flaubert écrit qu'elle retrouve dans l'adultère toutes les platitudes du mariage. C'est la même déception. L'évasion est devenue une autre prison. Et Charles, son mari, pendant tout ce temps-là, il ne voit toujours rien. Rien, complètement aveugle. Il l'aime d'un amour simple, inconditionnel, mais bête, en fait. Il est incapable de voir sa détresse. Et la réalité financière, elle, ne l'oublie pas. Non! Monsieur Lheureux montre son vrai visage. Il a des billets à ordre, des dettes colossales. Et un jour, un huissier arrive. On va saisir tous ses meubles. C'est la ruine, la honte publique. La panique absolue. Elle est acculée. Elle court chez Léon. Elle le supplie de voler de l'argent pour elle. Il refuse, bien sûr. Alors elle va voir Rodolphe, son premier amant. Sa dernière carte. Elle s'humilie, le supplie. Il lui répond froidement qu'il n'a pas l'argent. Toutes les portes se ferment. Elle est piégée. Elle est au pied du mur, sans argent, sans amant, sans espoir. La vie banale qu'elle a voulu fuir est sur le point de l'écraser. Elle ne voit plus qu'une seule issue. Une seule. Reprendre le contrôle. D'une certaine façon, oui. Elle court à la pharmacie du village. Elle entre dans l'arrière-boutique, le Capharnaüm, là où elle sait qu'il y a de l'arsenic. Et ce qui suit est insoutenable. C'est le dernier scandale du livre. Pas le suicide, mais la description de l'agonie. C'est ça, Flaubert ne nous épargne rien. Ce n'est pas une mort romantique. C'est clinique, c'est horrible. Il décrit les convulsions, le goût d'encre, les vomissements. Le procureur a dit que c'était immoral de décrire ça. La réalité la plus brutale qui soit. C'est le triomphe final de la prose du monde sur la poésie de ses désirs. Et pour comprendre comment Flaubert met en scène cette agonie terrible et comment, même après sa mort, la médiocrité continue son petit chemin, eh bien, il faut lire ces dernières pages. Et la question qui reste, c'est comment on fait pour vivre quand la réalité ne sera jamais à la hauteur de nos fantasmes ? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.